Depuis le 2 février 2026, une onde de choc traverse le continent. Une phrase, une intervention, un homme, Gianni Infantino. Et derrière, une question qui brûle toutes les lèvres, réforme ou mise sous tutelle du football africain. Ce qui se joue ici dépasse de loin une querelle de procédure ou un désaccord de gouvernance. Ce n'est pas une réunion tendue ni un simple échange institutionnel. C'est un choc de perception. Une question de dignité, une ligne de souveraineté que beaucoup estiment avoir été frôlée, voire franchie. Lorsque le président de la FIFA choisit d'exposer publiquement ses recommandations pour réformer la gouvernance du football africain, le geste est lourd de symboles. Dans l'absolu, parler de réforme n'a rien d'anormal. Toutes les institutions évoluent, se corrigent, se modernisent. Mais ici, ce n'est pas seulement le contenu qui a marqué les esprits, c'est la manière, le cadre, le ton. Parce que dans les travées, dans les rédactions, dans les cercles de dirigeants et d'anciens joueurs, un mot revient presque à voix basse au départ, puis de plus en plus clairement, néocolonialisme footballistique. Un mot fort, chargé d'histoire, chargé de mémoire. Et s'il surgit, ce n'est pas par hasard. Beaucoup d'acteurs du football africain n'ont pas entendu un partenaire venu proposer un appui technique. Ils ont perçu autre chose, une posture verticale, un discours qui ressemble à une leçon donnée devant le monde entier, une impression de déjà-vu où l'on explique à l'Afrique ce qui serait bon pour elle sans que la discussion semble d'abord venir de l'intérieur. Or, le football africain n'est plus celui des années 70 ou 80. Les dirigeants d'aujourd'hui sont formés, connectés, expérimentés. Les fédérations comptent des juristes, des financiers, des administrateurs qui maîtrisent les standards internationaux. Les erreurs existent, les failles sont réelles, personne ne le nie. Mais l'idée que les solutions ne pourraient venir que de l'extérieur heurte une fierté devenue plus lucide, plus affirmée. Le malaise naît donc d'un décalage. La FIFA parle de réorganisation, d'efficacité, de contrôle. Une partie de l'Afrique, elle, entend remise en ordre imposée. Dans un continent où l'histoire a longtemps été écrite par d'autres, la sensibilité à ce type de signal est extrême. Chaque mot, chaque mise en scène publique, chaque déclaration hors cadre interne prend une dimension politique, même quand l'intention affichée est sportive. Car le football ici n'est pas qu'un jeu. C'est un espace d'identité, de représentation, de reconnaissance internationale. Quand on parle de sa gouvernance, on touche à quelque chose de plus profond que des règlements. On touche à la capacité d'un continent à se gérer lui-même. Ce que beaucoup réclament, au fond, n'est pas le refus du changement, c'est le respect du processus. Oui, la CAF doit se moderniser. Oui, la transparence financière doit être renforcée. Oui, les championnats locaux doivent être restructurés. Mais ces transformations, pour être durables, doivent être portées, assumées, incarnées par les Africains eux-mêmes. Sinon, elles risquent d'être perçues comme des solutions importées, subies, plus que choisies. Et c'est là que la fracture apparaît. Entre la logique d'une instance mondiale qui résonne en termes d'efficacité globale et la réalité d'un continent qui défend aussi un espace d'autonomie, de fierté et de légitimité. Ce qui ne passe plus aujourd'hui, ce n'est pas la réforme. C'est l'idée que l'Afrique serait incapable de la penser par elle-même. Le message que beaucoup veulent me faire entendre est simple. Le partenariat est bienvenu, l'accompagnement est accepté, l'échange d'expertise est nécessaire. Mais la décision, la direction, la vision du football africain doivent partir de l'Afrique. Parce qu'au-delà des calendriers, des droits TV ou des structures administratives, c'est une affirmation qui se dessine. Le continent ne veut plus être seulement le réservoir de talent du monde. Il veut être acteur de son destin, y compris dans la manière dont son football est gouverné. Et ça, aujourd'hui, c'est non négociable. Le discours qui remonte de plusieurs capitales africaines n'a rien d'un slogan improvisé. Il ressemble davantage à une mise au point, posée, réfléchie, presque solennelle. Oui, le football africain traverse des turbulences. Oui, la gouvernance doit évoluer, se structurer, se professionnaliser davantage. Oui, certaines pratiques appartiennent au passé. Mais une ligne est tracée avec fermeté. La réforme ne peut pas être une injonction extérieure. Elle doit être une construction intérieure. La nuance est capitale. La CAF n'a jamais nié la nécessité de collaborer avec la FIFA.
Le football est global, les compétitions sont liées, les calendriers s'entrecroisent, les financements aussi, la coopération est une évidence, les programmes de développement, l'expertise technique, l'accompagnement institutionnel sont des leviers utiles, parfois indispensables. Mais coopérer ne signifie pas dépendre. Travailler ensemble ne veut pas dire être dirigé. Ce que rappellent ces dirigeants, c'est que la Confédération africaine de football est une institution continentale avec sa légitimité, son histoire, ses équilibres propres. Elle peut accepter un partenaire puissant à la table. Elle ne peut pas accepter d'être perçue comme une entité sous tutelle. Derrière cette fermeté, il y a un changement générationnel profond. Le visage de la gouvernance africaine a évolué. Beaucoup de responsables actuels ne sont plus isolés du monde. Ils ont étudié dans les mêmes universités que leurs homologues européens ou sud-américains. Ils parlent le même langage juridique, financier, marketing. Ils comprennent les mécanismes des droits de TV, du sponsoring global, des normes de conformité. Autrement dit, ils ne sont plus dans une position d'apprentissage passif. Ils sont dans une logique de négociation d'égal à égal. Et c'est précisément là que le ton employé dans certaines prises de parole internationales peut créer une rupture. Lorsqu'un discours donne l'impression que les solutions viennent forcément d'en haut, il heurte une réalité nouvelle, celle d'un continent qui revendique la compétence autant que la souveraineté. Le message sous-jacent est presque intime. Vous pouvez nous accompagner, mais ne parlez pas de notre maison comme si nous n'y vivions pas. Parce que le football africain, avec toutes ses contradictions, est enraciné dans des contextes économiques, politiques et sociaux spécifiques. Les calendriers, les infrastructures, les financements publics, les priorités nationales ne répondent pas toujours aux mêmes logiques que celles des grandes puissances du football mondial. Réformer, oui. Copier-coller un modèle extérieur, non. Ce refus de la tutelle n'est pas un repli. Ce n'est pas un rejet du monde, c'est une affirmation de maturité, une manière de dire que l'Afrique ne veut plus être seulement le terrain d'application de recettes conçues ailleurs, mais un espace capable de produire ses propres solutions adaptées à ses réalités. Et dans cette posture, il y a aussi une part d'orgueil sain. Celui d'un continent qui fournit au football mondial certains de ses plus grands talents, qui remplit les stades, qui fait vibrer des millions de supporters et qui estime avoir gagné le droit de décider lui-même de la manière dont son jeu est administré. Le partenariat est donc possible. Il est même nécessaire, mais il doit reposer sur un principe simple, le respect mutuel. Car dans cette nouvelle ère, l'Afrique ne demande plus qu'on lui montre la voie. Elle demande qu'on marche à ses côtés. Au fond, derrière les discours diplomatiques, les communiqués officiels et les débats techniques, la question est beaucoup plus terre à terre. Elle ne se cache pas dans les statuts ou les règlements. Elle se trouve dans une colonne de chiffres. Parce que, qu'on le veuille ou non, le football moderne vit d'émotions, mais il survit grâce à l'argent. L'idée d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans plutôt que tous les 2 peut paraître rationnelle vue de loin. Sur le papier, l'argument est séduisant. Un calendrier allégé, moins de friction avec les clubs européens, davantage de temps pour préparer les infrastructures. Une compétition peut être plus prestigieuse parce que plus rare. Dit comme ça, le raisonnement tient. Mais il tient surtout dans des bureaux climatisés, loin des réalités quotidiennes du football africain. Sur le terrain, la question n'est pas théorique. Elle est brutale, presque crue. Comment finance-t-on le football africain si l'on supprime un cycle de CAN? Car pour l'Afrique, la CAN n'est pas seulement un grand rendez-vous sportif. Ce n'est pas juste un trophée à soulever tous les 2 ans. C'est un pilier économique. Pendant quelques semaines, le continent devient le centre de l'attention. Les sponsors s'activent, les marques investissent, les audiences grimpent, les droits télévisés prennent de la valeur. Les gouvernements s'impliquent, les stades se remplissent, les médias internationaux braquent leurs caméras. Cette visibilité, c'est de la monnaie d'échange. Et cette monnaie irrigue tout l'écosystème. L'argent généré par la CAN ne reste pas uniquement au sommet. Il descend, parfois lentement, parfois imparfaitement, mais il descend. Il finance des fédérations, soutient des programmes de jeunes, aide à organiser des championnats, permet de maintenir des structures administratives en vie. Dans beaucoup de pays africains où les budgets publics sont déjà sollicités par des priorités urgentes, santé, éducation, infrastructure, le football ne peut pas compter uniquement sur l'État. La CAN devient alors une sorte de moteur économique périodique, une rentrée d'air dans un système souvent sous pression, retirer une édition. Et ce n'est pas un simple trou dans le calendrier, c'est un trou dans les budgets, un trou dans les projets, un trou dans les rêves.
Derrière une décision apparemment technique, les conséquences sont humaines. Ce sont des académies qui peinent à payer leurs éducateurs, des centres de formation qui retardent des investissements, des championnats locaux qui fonctionnent déjà à flux tendu et qui perdent une source indirecte de soutien, des jeunes talents qui n'ont plus de structure pour se développer, plus de compétition pour se montrer, plus de passerelles vers le haut niveau. La CAN, dans ce contexte, agit comme une vitrine géante. Elle met en lumière les joueurs, attire les recruteurs, suscite l'intérêt des investisseurs. Elle rappelle au monde que le football africain existe, qu'il vibre, qu'il produit du talent et de l'émotion. Espacer trop ces moments et la lumière se fait plus rare. Et dans le football moderne, ce qui n'est pas visible finit par être oublié. Alors oui, la réflexion sur le calendrier est légitime. Oui, l'équilibre avec les clubs européens est un sujet réel. Mais pour l'Afrique, la CAN n'est pas un simple événement parmi d'autres que l'on déplace comme une pièce sur un échiquier mondial. C'est un cœur qui bat régulièrement, un poumon économique, un levier de survie pour un écosystème encore fragile. Derrière le débat sur 2 ans ou 4 ans, il n'y a pas seulement une question d'organisation. Il y a une interrogation existentielle. Le football africain a-t-il aujourd'hui les bases économiques assez solides pour se priver volontairement de l'un de ses principaux moteurs? Tant que la réponse reste incertaine, la prudence n'est pas du conservatisme. Elle ressemble plutôt à un instinct de survie. Dans les couloirs, loin des micros officiels et des déclarations diplomatiques, une conviction s'installe. Elle circule à voix basse, s'échange entre dirigeants, anciens joueurs, agents, observateurs du jeu. Et parfois, elle éclate sans détour. Cette réforme ne sert pas d'abord l'Afrique, elle sert l'Europe. Derrière les discours sur l'harmonisation des calendriers et l'équilibre du football mondial, beaucoup voient un autre enjeu, plus concret, plus immédiat, la disponibilité des stars africaines dans les grands clubs européens. Moins de périodes de CAN en plein cœur de la saison, moins de départs prolongés, moins d'incertitudes pour les entraîneurs. Pour un club comme Liverpool, Manchester City, le Bayern ou le PSG, perdre un Mohamed Salah, un Sadio Mané, un Achraf Hakimi ou un André Onana pendant plusieurs semaines, c'est un casse-tête sportif et financier. Chaque absence pèse sur les résultats, sur les objectifs, sur les millions engagés. Vu de ces bureaux-là, réduire la fréquence ou l'impact de la CAN, c'est sécuriser un investissement, stabiliser une saison, limiter les risques. Le problème, c'est que le centre de gravité de cette logique n'est pas en Afrique, car le football africain ne peut pas être pensé uniquement comme une variable d'ajustement du calendrier européen. Il ne peut pas être l'élément qu'on déplace pour que tout le reste fonctionne plus confortablement ailleurs. L'Afrique aujourd'hui est l'un des plus grands réservoirs de talent du football mondial. Ses joueurs illuminent les plus grandes scènes, remportent des trophées majeurs, remplissent les stades et vendent des maillots. Ils sont au cœur du spectacle global. Mais produire des talents ne suffit pas à définir une identité footballistique. Le danger, c'est cette dérive silencieuse. Un continent qui forme, qui révèle, qui exporte, mais qui n'organise plus son propre jeu selon ses propres priorités. Si les grandes décisions concernant le calendrier africain sont d'abord dictées par les besoins des championnats européens, alors le message est clair, l'Afrique devient un fournisseur, pas un centre. Une pépinière. Or, une pépinière, par définition, sert à alimenter le jardin de quelqu'un d'autre. Le débat dépasse donc la simple question des dates. Il touche à la place de l'Afrique dans l'architecture du football mondial. Est-elle un acteur qui définit son rythme, ses compétitions, ses équilibres, ou un espace dont on ajuste le fonctionnement pour protéger les intérêts des ligues les plus riches? Les dirigeants africains qui s'expriment sur ce sujet ne nient pas la réalité de l'économie globale du football. Ils savent que les clubs européens ont un poids immense, que leurs revenus structurent une partie du système. Mais ils rappellent une chose essentielle, le développement du football africain ne peut pas être sacrifié sur l'autel de cette logique. Parce que derrière chaque star qui brille à Anfield ou à l'Allianz Arena, il y a un enfant formé sur un terrain africain, un club local, un éducateur, un championnat qui a servi de base. Si ce socle s'affaiblit, la source finit par se tarir. L'Afrique ne refuse pas le monde, elle refuse d'être réduite à un rôle. Elle peut exporter ses génies, elle peut enrichir le football mondial, mais elle veut aussi construire un écosystème où ses propres compétitions comptent, où ses calendriers répondent à ses réalités, où ses décisions ne sont pas seulement la conséquence des besoins des autres. Car un continent qui ne contrôle pas le rythme de son football finit par ne plus contrôler son destin sportif. Et ça, pour beaucoup, c'est la vraie ligne
à ne pas franchir. Et c'est ici que le débat quitte le terrain confortable des accusations pour entrer dans une zone plus exigeante, moins émotionnelle, plus lucide, presque inconfortable, car s'il est facile de dénoncer les ingérences extérieures, il serait malhonnête d'ignorer une vérité qui ronge le football africain de l'intérieur depuis des années. Oui, certaines critiques venues d'en haut dérangent, mais elles trouvent parfois un écho, parce que des failles bien réelles existent déjà chez nous. Le malaise ne date pas d'hier. Il se lit chaque week-end sur des pelouses abîmées, dans des stades à moitié vides, dans des clubs mythiques devenus des noms du passé. Là où le football devrait être une fête populaire, il ressemble parfois à une survie administrative. Des championnats nationaux qui peinent à exister médiatiquement. Des saisons interrompues, mal organisées, peu attractives pour les sponsors. Des clubs historiques, autrefois piliers du continent, aujourd'hui fragilisés, mal financés, parfois proches de la disparition. Le contraste est saisissant. L'Afrique exporte des stars mondiales, mais peine à maintenir des ligues locales solides. Et c'est là que se situe le vrai nœud du problème. On parle souvent des sélections nationales parce qu'elles offrent de la visibilité, de la fierté, des moments d'unité. Une victoire en équipe nationale peut masquer pendant quelques semaines les fragilités structurelles. Mais une sélection forte sans championnat fort, c'est une façade sans fondation. Le football se construit à la base, dans les centres de formation, dans les ligues régionales, dans la régularité des compétitions locales, dans la stabilité des clubs. C'est là que naissent les joueurs. C'est là que se crée la culture de jeu. C'est là que se bâtit l'autonomie. Quand les ligues locales sont faibles, tout le reste dépend de l'extérieur. Les talents partent tôt, les finances viennent d'ailleurs, les décisions stratégiques se prennent loin du terrain africain. Et cette dépendance finit par devenir structurelle. Les ligues locales ne sont pas un détail. Elles sont le véritable champ de bataille du football africain. C'est là que se joue la crédibilité des réformes. C'est là que se mesure la vision des dirigeants. C'est là que se décide l'avenir à long terme. Sans championnat fort, il n'y a pas de base économique stable. Sans base économique, il n'y a pas de liberté de décision. Et sans liberté, on subit plus qu'on ne choisit. La question n'est donc pas seulement de résister à des pressions extérieures, elle est aussi de regarder en face les responsabilités internes. Gouvernance, transparence, planification, formation des dirigeants, attractivité des compétitions, tout cela relève d'abord des structures locales et nationales. C'est un travail moins spectaculaire qu'une CAN ou une Coupe du Monde, moins visible, mais infiniment plus déterminant. Parce qu'un continent qui bâtit des ligues solides construit sa propre force de négociation. Il ne demande plus qu'on le respecte. Il impose le respect par sa structure, sa stabilité, son poids. Le vrai tournant du football africain ne viendra pas uniquement d'un discours face à la FIFA. Il viendra le jour où, du Caire à Dakar, de Yaoundé à Johannesburg, les championnats locaux redeviendront des piliers vivants, attractifs, organisés. Ce jour-là, le débat ne sera plus qui décide pour l'Afrique, mais simplement comment l'Afrique pèse-t-elle dans le jeu mondial? Il y a des pays qui avancent en silence, sans projecteur, sans grand discours, mais avec une idée claire de la direction. La Mauritanie fait partie de cela. Sur la carte du football africain, ce n'était pas un géant, pas une nation historique du ballon rond, pas un réservoir traditionnel de stars mondiales. Peu de moyens, peu d'infrastructures à l'origine, une culture footballistique en construction. Et pourtant, quelque chose a changé. Pas par miracle, pas grâce à une génération spontanée de talents, mais par un choix stratégique. Mettre de l'ordre avant de rêver grand. Là où beaucoup voient dans les fonds FIFA une simple aide financière, la Mauritanie y a vu un levier de transformation. Pas de dépenses dispersées, pas d'effet d'annonce. Une utilisation ciblée, structurée, pensée dans le temps, des terrains aménagés, des structures d'entraînement, des programmes pour les jeunes, des compétitions organisées avec régularité, une administration qui fonctionne. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est fondamental, parce que le football ne se développe pas uniquement avec des stars, il se construit avec des systèmes. La formation a été placée au cœur du projet. Détecter tôt, encadrer, éduquer, donner un cadre stable, créer une passerelle entre les jeunes catégories et le haut niveau. C'est un travail de fond, souvent invisible pour le grand public, mais décisif pour la durabilité. Et progressivement, les résultats ont commencé à parler. Une équipe nationale plus compétitive, une présence continentale crédible, des joueurs mieux préparés, mieux encadrés, plus structurés dans leur progression. Ce n'est pas une révolution spectaculaire, c'est une montée régulière, une progression cohérente, le signe qu'un pays peut changer sa trajectoire footballistique sans disposer de moyens démesurés. Ce qui dérange dans cet exemple, c'est ce qu'il révèle en creux.
Le problème du football africain n'est pas uniquement financier. Bien sûr, l'argent compte, mais mal géré, il disparaît. Bien géré, il transforme. La Mauritanie montre qu'avec une vision claire, une gouvernance structurée et une utilisation rigoureuse des ressources disponibles, même un pays considéré comme petit peut devenir un modèle d'efficacité. Cela renvoie chaque fédération à une question simple, presque brutale. Que faisons-nous réellement des moyens que nous avons déjà ? Parce que le football moderne récompense l'organisation autant que le talent. Et sur ce terrain-là, la Mauritanie a envoyé un message fort au continent. Le développement ne commence pas par la taille du budget, il commence par la qualité de la gestion. En ce sens, la Mauritanie n'est pas seulement une réussite discrète, c'est un miroir. Et parfois, les miroirs sont plus dérangeants que les critiques extérieures. Et c'est à cet endroit précis que le débat cesse d'être seulement sportif. C'est là que les tactiques, les calendriers et les règlements laissent place à quelque chose de plus puissant, de plus lourd, le pouvoir. Car dans une grande partie du continent, le football ne vit pas en autonomie. Il gravite autour de l'État. Il en dépend financièrement, structurellement, parfois même symboliquement. Et ce lien, qui pourrait être un atout, devient souvent une chaîne. Parce que pour beaucoup de gouvernements, le football n'est pas une politique publique à long terme, c'est un outil d'image, un instrument de visibilité, un levier d'émotion collective. On investit quand il y a une CAN à organiser. On s'agite quand l'équipe nationale joue une grande compétition. On se montre quand la victoire peut rapporter du prestige. Mais le travail de fond, lui, n'intéresse pas les caméras. La construction d'un championnat stable, la formation des éducateurs, la professionnalisation des ligues, la gestion transparente des fédérations. Tout cela demande du temps, de la continuité, une vision sur 10 ou 15 ans. Or, la logique politique, elle, fonctionne souvent à court terme, au rythme des mandats, des équilibres internes, des intérêts immédiats. C'est là que naissent les fractures. Les ingérences deviennent monnaie courante. Des dirigeants sportifs choisis pour leur proximité, pas pour leurs compétences. Des postes stratégiques attribués par loyauté, pas par expertise. Des décisions influencées par des rapports de force politique plutôt que par l'intérêt du jeu. Et le football se retrouve otage. Les fédérations deviennent des terrains de lutte interne. Les conflits administratifs paralysent les compétitions. Les projets changent à chaque changement d'équipe dirigeante. La continuité disparaît. Pendant ce temps, le terrain parle une autre langue. Les jeunes talents émergent toujours parce que le talent africain est une source presque inépuisable. Mais faute de structures solides, ils partent de plus en plus tôt. L'Europe devient la destination naturelle, parfois la seule voie possible pour exister au haut niveau. Résultat, les championnats locaux s'appauvrissent, les stades se vident, l'identité footballistique nationale s'effrite, l'Afrique continue d'illuminer le football mondial, mais à distance. Ses génies brillent ailleurs, sous d'autres maillots, dans d'autres contextes, dans des systèmes que d'autres ont construits. Le paradoxe est cruel. Un continent capable de produire des talents d'exception, mais qui peine à créer un environnement stable pour les retenir, ne serait-ce qu'un peu plus longtemps. Et tant que le football restera prisonnier de logiques politiques à court terme, il sera difficile de bâtir une structure durable. Le vrai défi n'est pas seulement d'obtenir plus de moyens ou de résister aux pressions extérieures. Le vrai défi, c'est d'isoler le football des turbulences politiques, de lui donner une gouvernance professionnelle indépendante, guidée par une stratégie claire. Parce qu'un football qui dépend trop du pouvoir politique finit par servir des agendas au lieu de servir le jeu. Il y a des périodes dans l'histoire d'un sport qui ne ressemblent pas aux autres, des moments où les décisions prises ne façonnent pas seulement un calendrier, mais un destin. Le football africain est précisément dans l'un de ces tournants. La pression internationale s'intensifie, les discussions se durcissent, les équilibres se redessinent. D'un côté, la FIFA avance avec sa vision globale, ses impératifs économiques, son agenda mondial. De l'autre, la CAF et de nombreuses voix africaines rappellent une chose essentielle. Le continent n'est pas un simple maillon du système. Il est une force, une identité, un marché, une culture footballistique à part entière. Et au milieu de cette tension, les supporters regardent. Ils sentent que quelque chose de plus profond se joue. Pas juste une réforme de compétition, pas juste un débat administratif, mais une question d'avenir. Car le vrai dilemme n'est pas FIFA contre Afrique, le vrai dilemme est intérieur. L'Afrique veut-elle seulement défendre son orgueil, réagir à ce qu'elle perçoit comme des pressions extérieures, ou saisir ce moment pour bâtir enfin un modèle solide, autonome et respecté ?
Parce que la vérité, parfois inconfortable, est simple. L'indépendance ne se proclame pas dans un communiqué. Elle ne se gagne pas dans un bras de fer médiatique. Elle se construit patiemment, structure après structure. Une indépendance footballistique réelle repose sur des bases concrètes. Des ligues nationales fortes, organisées, crédibles, capables d'attirer du public, des sponsors, des investisseurs, des championnats qui ne s'arrêtent pas pour des crises internes, qui offrent un cadre stable aux joueurs, aux entraîneurs, aux clubs, des comptes transparents. Parce que la confiance est la première monnaie du sport moderne. Sans gouvernance claire, sans traçabilité des fonds, sans crédibilité financière, aucun projet ne tient dans le temps. Des dirigeants visionnaires. Pas seulement des gestionnaires du présent, mais des bâtisseurs du futur. Des femmes et des hommes capables de penser le football sur 10 ou 20 ans, de protéger les institutions des querelles internes, de résister aux pressions, qu'elles soient politiques ou personnelles. Des centres de formation structurés. Car le talent africain existe déjà. Le défi n'est plus de le découvrir, mais de l'encadrer, de l'éduquer, de le retenir plus longtemps, de créer une valeur sportive et économique sur le sol africain. Et au-dessus de tout cela, une stratégie continentale, une vision commune sur le calendrier, le développement, le marketing, la compétitivité des compétitions interclubs, une Afrique qui ne subit pas les décisions mondiales, mais qui arrive à la table avec un projet clair, cohérent, argumenté. C'est à cette condition que le rapport de force change, parce que dans le football moderne, le respect ne vient pas seulement de l'histoire ou de l'émotion, il vient de la solidité des structures. Ce moment est donc bien historique, non pas parce qu'il oppose des institutions, mais parce qu'il force le continent à se regarder en face. Soit l'Afrique se contente de résister, soit elle profite de cette tension pour se réinventer. Et si elle choisit la deuxième voie, alors ce ne sera pas seulement une réponse à la FIFA, ce sera le début d'une nouvelle ère pour le football africain. Une ère où la souveraineté ne sera plus un slogan, mais une réalité construite, visible et durable.